Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Je confesse que je suis assez impressionné parce que d'habitude les journalistes sont plutôt de l'autre côté du micro. Alors bien sûr, je vais vous parler de sciences ouvertes, pas sous forme d'exposé parce que vous en savez bien plus que moi. Je ne vais pas non plus vous dire ce que je pense de la science ouverte et du plan S en particulier parce que c'est un petit peu égal. Donc je vais plutôt vous décrire mon métier dans ce paysage de la science ouverte. Et oui, parfois, peut-être je suis un petit peu perdu dans ce monde-là. Alors d'abord, je décrirai la situation actuelle en espérant vous livrer un petit secret de fabrication des journalistes. Peut-être que la profession m'en voudra, ou peut-être vous, parce que vous le connaissiez déjà. Deuxièmement, je vous dirai que la science ouverte, franchement, ça m'embête un peu. Et enfin, je vous expliquerai que, du point de vue d'un journaliste, la science ouverte n'ouvre pas toutes les portes. Alors, les journalistes sont des gens qui sont souvent très critiqués, et notamment parce qu'on est des privilégiés, et on l'est aussi pour la science ouverte, parce qu'en réalité, il n'y a pas de problème pour nous. On a, du point de vue des publications, un accès, par exemple, alors sur demande, au catalogue Elsevier, Sciences Directes. On peut avoir accès aux bases bibliographiques du Web of Science ou de Scopus. Les revues du groupe Nature ou Springer Nature sont également accessibles aux journalistes sur demande. Moi, je m'occupe beaucoup de la physique et les revues de référence, enfin des revues de référence sont du côté de l'American Physical Society, et en particulier Physical Review Letters, et j'ai aussi un accès, open bar, comme on dit en français, à leur revue. Et enfin, je pensais avoir mis la police un peu plus petite pour que vous ne lisiez pas ces noms horribles, mais on utilise aussi en dernier recours ces sites-là, mais j'ai rien dit. Tout à fait illégal. Ouais. Donc nous avons des privilèges et notamment un que peut-être vous ne connaissez pas, et qui explique un phénomène que vous avez sans doute observé, qui est le synchronisme parfois parfait sur certaines actualités scientifiques, à savoir que tous les journaux du monde entier vont parler le même jour, à la même heure, des mêmes choses, et heureusement, parfois quand même différemment. Alors, ce n'est pas parce qu'on est forcément moutonnier, ce n'est pas parce qu'on utilise du copier-coller, mais c'est tout simplement parce qu'on dispose d'un privilège qui s'appelle Eureka Alert, qui est un site donc, de la AAS américaine, qui propose une sélection d'articles et de communiqués de presse sous embargo. Alors l'embargo, ici, ce n'est pas tout à fait l'embargo dont on a parlé dans beaucoup de discussions. Ça met simplement un délai. On nous offre les articles quelques jours avant leur publication. Et le contrat, c'est que nous n'en parlons pas avant le jour de la publication. Et donc, c'est pour ça que, dans certains cas, tout le monde en parle en même temps. Donc voilà un exemple, cet article il y a quelques semaines. Donc l'embargo est passé, c'est bon, on peut le montrer. On pouvait accéder aux communiqués de presse de l'université, à l'article, aux coordonnées des chercheurs, à des images, à des vidéos. Bref, on nous facilite bien le travail. Donc franchement, c'est confortable pour nous. Ce monde est très ouvert, plein de privilèges. Et en plus, là je ne développerai pas, mais ce qui est intéressant aussi avec la science ouverte, c'est que comme c'est un monde en transformation, du coup il y a la nouveauté, et les journalistes ils adorent la nouveauté, ils adorent aussi parce qu'il y a des pirates, il y a des héros, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des trains qui n'arrivent pas à l'heure, etc. Donc vraiment, félicitations pour avoir inventé ce concept. Alors, malgré tout, ça nous embête un peu parce que ce monde confortable va peut-être changer. Alors, donc félicitations aussi pour avoir inventé tout un tas de couleurs, la voie verte, la voie dorée, la voie diamant, je crois que je n'ai pas encore entendu le mot dans la journée, la voie hybride bien sûr. Bon, tout ça complique singulièrement la situation, bon, c'est pas très grave, mais nous, comme on doit l'expliquer au lecteur, parfois c'est un peu compliqué. Donc il y a quelques années, on avait essayé, sous forme d'infographie, d'expliquer ça. On voit qu'il manque le diamant, il n'y a pas les journaux prédateurs, il n'y a pas complètement l'hybride bien expliqué.
Par contre, on ne vous félicite pas pour cette invention d'auteur-payeur, parce que c'est assez suspect lorsqu'on explique à des lecteurs que les chercheurs payent pour être publiés. Parce que on peut avoir en tête que du coup, si on paye, voire plus on paye, plus on augmente les chances d'être publié. Alors, on ne dit pas que c'est ça, hein, mais seulement dans la manière dont on écrit les articles, on se rend compte que vis-à-vis de déjà des premiers relecteurs dans le journal, mais aussi des lecteurs finaux, il peut y avoir une ambiguïté. Alors, s'il vous plaît, changez cette expression, d'ailleurs, qui a déjà changé aussi. Avec le monde ouvert, et notamment les réseaux sociaux ou d'autres techniques, sont apparues de nouvelles métriques. Alors, ce n'est pas qu'on adorait le facteur d'impact, je vous rassure, on a aussi écrit sur les critiques, mais voilà, maintenant, on a des métriques sur le nombre de téléchargements, sur le nombre de tweets, sur l'attention générée par un article. Donc, ça change un petit peu les repères habituels. Et on peut aussi s'y perdre. Et puis, bien sûr, ces métriques aussi sont manipulables. Et j'ai un autre privilège aussi. J'ai accès à Altmetrics, la partie, non pas les petits logos qu'on voit sur les articles, mais leur partie à eux de travail. Hein. C'est-à-dire que j'ai une sorte de radar de tout ce qui se passe dans la science vu par les moteurs de Altmetrics. Donc ici, c'est une copie récente. Donc on voit qu'il surveille des tweets, des blogs, des médias pour calculer ses scores. Et c'est une manière de savoir qu'est-ce qui est en ce moment intéressant et qu'on aurait pu rater. Alors on peut évidemment s'amuser beaucoup. On pourrait passer la journée, tous les jours là-dessus. Donc par exemple, en sciences physiques, mi-mars, les articles qui marchaient bien selon ces métriques, c'était ces articles-là. Donc ça peut être une manière de voir des choses qu'on n'avait pas vues ou faire des études un peu rétrospectives, etc. Donc c'est particulièrement riche, mais notre souci, c'est que de toute façon, on a trop d'informations pour le temps qu'on a pour les traiter. Donc je ne peux pas regarder tous les jours. L'autre point qui risque de changer, c'est ces fameux embargos. Alors oui, j'ai pas précisé que évidemment, si un journaliste rompt l'embargo, la sanction, c'est on coupe l'accès à Eureka Alert ou aux revues qui donnent ces accès. Alors pour cet exposé, je me suis replongé dans les politiques éditoriales de certains journaux, et l'éditrice de Nature Communication avait montré un de ces exemples. Et moi, je me suis particulièrement attaché, non pas aux parties qui concernent les chercheurs, mais aux parties qui concernent les médias. Parce qu'en fait, les journaux scientifiques ont pensé à nous aussi. Alors, par exemple, les comptes rendus de l'Académie américaine des sciences. Bon, c'est assez récent, mais ces journaux acceptent de relire et de publier des articles qui ont été précédemment déposés en préprint. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc bon, ça c'est plutôt très bien. Mais ensuite, là, on interdit aux médias de parler de cette information qui est pourtant publique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation, mais ça crée quelque chose d'un petit peu étrange. L'information est publique, vous ne pouvez pas en parler, vous pouvez en parler à vos collègues, mais pas aux journalistes. Voilà. Et puis, on prévient, en cas d'urgence, appelez le service de presse de PNAS si vous êtes perdu. À la Royal Society, c'est aussi très clair, les médias ne doivent pas parler des préprints s'ils sont en plus dans un processus donc, de soumission à la revue. Chez Nature, c'est intéressant parce que là, vous avez le droit. En tant que chercheur, vous avez le droit de parler aux journalistes. Bon, c'est très bien, mais attention, il faut faire attention et bien les prévenir, bien clarifier de quoi il s'agit, le contexte, etc. Ils préviennent aussi que ça n'est pas grave de parler à un journaliste. Vous pourrez continuer à publier dans la revue. Le processus éditorial ne sera pas entamé, donc tant mieux. Mais attention, cela risque de réduire votre impact médiatique. Et on sait que c'est vraiment ce qui vous fait courir. Et ils préviennent également que si un journaliste vous appelle, dites-lui bien qu'il s'agit d'un préprint, qu'il n'y a pas eu de peer review, que peut-être les résultats peuvent changer, voire les conclusions.
Et comme quoi tout n'est pas ouvert, il est absolument interdit de parler du processus de peer reviewing en cours. Je ne sais pas quel secret vous détenez, mais donc voilà. Ah non, je crois que j'en ai encore un. Oui, Science. Science, c'est pas mal aussi. Donc vous avez le droit de déposer des préprints, très bien, mais vous n'avez pas le droit d'en parler aux médias. Et également, pour ceux qui douteraient que c'est aussi du business, et bien là, c'est pire. Si vous parlez à un journaliste, ça va entamer la nouveauté de votre travail et peut-être qu'il ne méritera plus le journal Science. Donc voilà, le pouvoir des journalistes est vraiment incroyable. Bon, alors tout ça, c'est un petit peu perturbant parce que du coup, franchement, je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors bon, pour l'instant, nous, on préfère encore qu'il y ait du peer reviewing avant de regarder les préprints, mais si ce monde change assez vite, ça va partir dans tous les sens, et évidemment, des préprints vont se retrouver dans certains journaux, d'autres journalistes vont lire ces articles et vont s'y intéresser, etc. Et là, je ne sais pas ce que vaudront ces politiques éditoriales, bon, de toute façon, qui ont déjà changé par le passé, donc ils pourront à nouveau changer. Mais je voulais vous montrer ça parce qu'il n'en avait pas été question jusqu'à présent. Bon, alors c'est bien beau l'ouverture, mais il y a encore des choses fermées. Donc là, dans l'après-midi, plusieurs personnes ont rappelé que oui, mettre en ligne les rapports des reviewers, c'est intéressant. Alors c'est intéressant pour l'histoire, c'est intéressant pour la formation, mais c'est aussi intéressant pour les journalistes, parce que oui, les journalistes parfois lisent les articles de recherche, et ça peut donner des arguments pour, contre, ou saisir quelle est la nouveauté du travail vu par un spécialiste. Parce que ce qu'on fait en général, c'est qu'on appelle des gens hors du domaine pour qu'ils nous expliquent un petit peu le contexte, voire leur désaccord ou accord parfait avec la revue. Alors là, j'avais prévu de parler de ça et de taper un petit peu sur les doigts de l'Agence nationale de la recherche en France, mais en mangeant à midi, j'ai discuté avec une personne de l'ANR qui m'a rassuré. Donc, grosso modo, en tout cas, on ne peut pas dire que les données du financement de la recherche soient en France très, très ouvertes, c'est-à-dire savoir qui a touché une ANR, quel labo a touché une ANR, c'est assez compliqué. Le moteur de recherche de l'ANR n'est pas très efficace, et même le scanner du ministère de la Recherche ne permet pas forcément d'avoir la réponse. Mais depuis aujourd'hui, le site de l'ANR a changé, et paraît-il que je vais trouver mon bonheur. Autre chose qui n'est pas très ouverte et qui risque d'être un problème un peu plus prégnant, ce sont les liens d'intérêt. Alors les liens d'intérêt ont un rapport avec le financement précédent, mais compte tenu de la maigreur des budgets publics et des incitations à aller chercher l'argent ailleurs, à savoir par du partenariat, par des chaires industrielles, par des collaborations avec les entreprises, de plus en plus les chercheurs se retrouvent cofinancés par des entités privées qui ont des intérêts économiques particuliers. En soi, ce n'est pas forcément gênant, mais ce lien d'intérêt peut parfois se transformer en conflit d'intérêts. Et donc on peut prévoir qu'il va bien falloir, désolé pour les chercheurs qui sont déjà accablés par les contraintes bureaucratiques, mais il va falloir prévoir un jour que vos pages web soient plus à jour et mentionnent, comme c'est le cas pour certaines professions dans le biomédical, mentionnent la liste de vos contrats. Sinon, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe souvent, c'est que vous risquez de vous retrouver dans une controverse, accusé d'être à la solde de l'industrie, alors que peut-être vous aviez un contrat avec une entreprise, mais tout contrat ne veut pas dire que c'est une tâche sur l'opinion que vous défendez publiquement ou sur la qualité de vos travaux. Donc là, on peut parier sans risque que de moins en moins de chercheurs seront indépendants et que de plus en plus de conflits d'intérêts vont se manifester. Donc un peu plus d'ouverture sera nécessaire. La communication, alors la communication, c'est quelque chose que je vois évoluer depuis un certain temps, c'est qu'avec la construction de grands ensembles, regroupant d'universités, d'écoles, etc., et la recherche de visibilité nationale, internationale ou médiatique, eh ben, l'un des métiers qui se développe immédiatement, c'est aussi les services de communication. Et donc un contrôle de l'information par construction, ce n'est pas péjoratif ce que je dis là. Mais ce que je vois, c'est que maintenant, quand je contacte certains chercheurs dans certains établissements,
Eh bien, quelques heures après, j'ai un coup de fil du service de presse qui me dit « Ah bon, voilà, il paraît que vous êtes intéressé par le travail de nos chercheurs, qu'est-ce qui vous intéresse, pourquoi, comment, c'est pour quand, etc. » Bon, c'est pas gênant, mais sauf que ça oblige à réexpliquer la chose. Et jusqu'à présent, je ne vois pas trop la valeur ajoutée de ce contact. Et j'ai même des exemples où je ne peux plus parler à un chercheur sans la présence d'un attaché de presse ou d'une attachée de presse à mes côtés qui ne prend même pas de notes, qui peut-être n'écoute même pas, mais enfin, elle est là. Il est là, pardon. Et puis, bon, ce qui restera, je pense, fermé encore un certain temps, c'est évidemment la recherche privée, qui pourtant peut faire des publications, peut faire des brevets, et dans les conférences, etc. Mais c'est très difficile d'accéder à cette recherche. Et mes collègues qui travaillent dans le secteur économique savent bien qu'avoir de l'information sur les entreprises, c'est difficile, mais c'est difficile pour la recherche privée. Et puis, il y a la science réglementaire, c'est-à-dire l'expertise scientifique qui se fait dans les agences, où là, plusieurs cas récents montrent que l'absence de transparence peut être source de controverses et peut même nuire à la confiance qu'on a dans les agences. Parce qu'on ne sait pas où sont les données, on ne sait pas qui les a, on ne veut pas les montrer, pourquoi, on ne sait pas quels articles de recherche ont servi à l'expertise, lesquels ont été exclus. Et là, il y a beaucoup d'efforts à faire pour améliorer l'expertise, mais au moins pour améliorer la confiance dans ces expertises. Pour terminer, quelques motifs d'espoir après cette série de fermetures. Bon, je l'avais déjà observé, mais la journée d'aujourd'hui me l'a confirmé. Je suis vraiment impressionné par le foisonnement d'initiatives qu'il y a dans le secteur de la publication scientifique, du peer reviewing. En plus, ça vient souvent de jeunes chercheurs. Le numérique permet rapidement de tester des choses, de les développer à grande échelle, enfin les diffuser, développer à grande échelle. Donc c'est vraiment très impressionnant et un signe de bonne santé quand même du domaine. Néanmoins, je voudrais formuler un vœu. Dans beaucoup de secteurs, l'ouverture des données va de pair avec de nouveaux outils, de nouveaux services, de nouvelles applications. Mais on aurait des besoins, je pense, pour la profession de journaliste, qui sont pour l'instant pas satisfaisants ou satisfaits, ou en tout cas je les ai pas vus. Moi, je rêve de taper le nom d'un chercheur, immédiatement de voir quels sont ses travaux les plus cités, d'identifier ses collaborateurs, d'identifier les leaders, entre guillemets, du sous-domaine auquel il appartient, d'avoir ses sources de financement, d'avoir son réseau social, peut-être aussi, pour m'aider, m'aiguiller dans mon travail, trouver des contacts, etc. Enfin, quelque chose de plus personnel que j'ai mis sous forme de question, mais que j'aurais pu mettre sous la forme d'affirmative. Je pense que dans la transformation actuelle de ces nouveaux modèles de publication, mais aussi finalement de nouveaux modèles de la recherche, peut-être que toute la science va changer et je ne vois pas que ça serait moins bien si c'était plus lent, de meilleure qualité et un peu moins bêtement compétitif, c'est-à-dire ne pas seulement se battre pour des postes et des financements, mais aussi simplement pour des idées. Donc voilà, finalement, j'aime bien la science ouverte. Bon, merci pour cet exposé tout à fait différent. Je sens qu'il y a des doigts qui montent, alors je vais prendre la priorité. Je vais faire un petit commentaire sur les choses qui sont publiées sur bioRxiv. En fait, si vous mettez, au moment où vous soumettez un article sur bioRxiv ou Archives, et que votre papier est reviewé, vous le corrigez après. Et donc c'est normal qu'un chercheur n'ait pas trop envie qu'on aille sur la version 1 d'un papier qui a été grandement amélioré après. Donc moi je comprends que les éditeurs disent n'allez pas trop vers les premières versions. Oui, mais là, certaines personnes ont rappelé les avantages qu'ont les préprints, et dans ces avantages, il y a la discussion avec la communauté scientifique, l'amélioration de l'article, etc. C'est une information qui est publique. Un journaliste peut tomber dessus et s'intéresser au sujet. Et la question, c'est pourquoi ça serait interdit d'en parler. On peut faire des articles qui auront des bémols, qui présenteront les limites, etc. Mais d'écrire noir sur blanc qu'il est interdit, ça fait bizarre, je trouve. Et moi, ça m'intéresse de savoir comment des chercheurs réagissent à ça, ou quelle réaction ils auraient si je les appelle. Mais je dis, pour l'instant, on y va mollo. Après, il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a aussi de la compétition dans
dans le journalisme. Et voir une information avant les autres, c'est toujours amusant. Donc on peut être tenté par fouiller dans les préprints pour identifier des choses. Et après, il y a un vrai risque, c'est que si l'article que nous on écrit ne présente pas les limites de la recherche, voilà, la présentation sera peut-être mauvaise. Denis Jérôme. Vous avez mentionné que certaines revues acceptent que les auteurs parlent à la presse avant publication. Est-ce qu'ils acceptent aussi que la presse publie un papier avant leur publication ? Ça dépend de la version dont il est question. Si le cas se présente seulement si il y a un préprint qui intéresse un journaliste, qui appelle le chercheur, et le chercheur lui explique « Ah, mon article est en cours de soumission à la revue X ». Si elle n'est pas en cours de soumission, la question est caduque. On décidera nous-mêmes d'en parler ou pas. Mais si c'est en cours de soumission, là, comme journaliste, on peut décider d'attendre la soumission, parce qu'effectivement, il peut y avoir des évolutions. Si on décide d'en parler avant la soumission, c'est au chercheur de dire que soit il ne le souhaite pas, soit d'expliquer qu'il y a vraiment des choses qui seront nouvelles dans l'article et qu'il conseille d'attendre. Et on n'est pas des perroquets, on n'écrit pas tout ce qu'on nous raconte. Donc des fois on appelle des gens et ça débouche sur rien en termes de publication. Mais on a aussi un travail de vérification de l'information à faire. Et notre travail, c'est pas seulement de prendre et écrire des choses. Antoine Danchin. Oui, j'ai trouvé très intéressante votre présentation et je suis extraordinairement surpris de votre présentation du journaliste comme un individu essentiellement manipulable. En particulier, ce que vous avez dit sur l'embargo me surprend vraiment extrêmement fort. Cela signifie simplement qu'un certain nombre de journaux essayent d'avoir une action sur votre attitude. Et donc, ce qui me paraîtrait normal pour un journaliste correct serait d'avoir une distance par rapport à ça, de faire ses choix. Et par exemple, contrairement à ce que vient de dire Pascal Cossat, d'aller regarder dans les préprints, pourquoi pas ? Ça me paraît tout à fait normal. Je ne vois absolument pas... C'est-à-dire que vous avez donné une présentation comme si vous étiez entièrement dans les mains d'éditeurs qui vous disent ce qu'il faut faire. Alors, comme vous, en fait. Juste un instant. Si c'est le cas, si des auteurs perdent leur possibilité de publier à Science parce qu'ils en parlaient à un journaliste, tant mieux. Je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Ça évitera, par exemple, de publier quelque chose sur l'arsenic à l'origine de la vie, comme ça a été publié dans Science, qui est absolument insensé, qui a été repris par tous les journalistes du monde, qui a fait que Félicia Machin s'est trouvée dans les 100 personnes les plus influentes du monde dans Time Magazine. Je veux dire, c'est ça que devient la science. Donc, soyez autonomes, oubliez les embargos, allez explorer, fouiller et dites-nous ce qui vous intéresse. Voilà. Oui, alors merci du conseil. Bon, après, c'est un peu un cercle vicieux parce que je veux dire, c'est pas de notre faute si ça a été publié dans Science. Et c'est pas et là, en l'occurrence, c'est influencé parce que vous avez vu embargo, donc ça doit être important. Mais non. Oui, mais non, mais les journaux sont. Enfin, donc. Bon, moi j'ai été transparent en vous expliquant cette politique. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais je dis pas que c'est souhaitable et tout ça. Je dis que de faire travailler les gens dans le confort, vous avez des résultats qui peuvent être intéressants. Oui. Non, mais après, on peut pas évidemment quantifier la chose, mais ça n'est pas 100%. Des informations scientifiques dans le monde au quotidien qui proviennent d'articles sous embargo. Donc on fait autre chose, mais là, ça rentrait pas tout à fait dans l'exposé. Donc bon, voilà pour vous rassurer. Oui, mais après on nous dit oui, mais attention, les préprints c'est pas reviewé. Oui, et alors oui, on a le droit de le dire. Mais quand même, de base, on va considérer que Nature, Science et compagnie ne sont pas de mauvais journaux. On peut pas leur dire oui, c'est nul. Lisez Ioannidis.
Non, mais oui, mais je l'ai lu, mais c'est pas. Et non, puis on en rend compte. Mais on peut. Enfin, moi, je veux bien que. Alors, si vous pensez que Science c'est nul, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des chercheurs qui écrivent dedans. Ah ben ça, c'est pour des tas de raisons. Eh ben oui, mais c'est pas. Me reprochez pas ça. Non, en Chine, les salaires sont indexés sur l'impact factor. Oui, mais en France, c'est pareil. C'est pas dit comme ça, mais c'est pareil. Oui, mais j'attends les mouvements de boycott de Science, Nature et compagnie. Voilà. Et après, En tout cas, Antoine, j'ai pas dit qu'on ne pouvait pas aller dans BioArchive. J'ai dit que si on leur disait de ne pas aller dans une version 1, c'est parce que les versions s'améliorent. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? D'autres questions? Est-ce que au monde, on donne à tous les journalistes des ordres par rapport à ces choses-là, ou chacun travaille comme il veut? Là, il faudrait que je vous explique le métier complet de journaliste. Non, on n'a pas d'ordre. On fonctionne avec une équipe qui, chacun a ses spécialités. Chacun propose au collectif des sujets et il y a un chef qui décide quels sujets vont passer en fonction de la taille. Comme il faut chaque semaine on fait des portraits, on fait des livres, des reportages, etc. Il faut que tout ça soit équilibré. Donc il y a des choix qui ne sont pas sur. Je ne peux pas vous dire que chaque semaine c'est le meilleur de la science mondiale qui est publié dans le monde. C'est le meilleur de la science mondiale avec des contraintes de temps, d'espace et de disponibilité des gens. Ça, je peux comprendre. C'était pas tout à fait ça le sens de ma question. Et donc du coup, par rapport à ce qui vient de discuter. Du coup, on fait ce qu'on veut, au sens où on prend l'information où elle se trouve, donc dans la zone de confort, dans les préprints, dans les discussions avec les gens, dans les conférences. Là, par exemple, j'ai appris des choses et ça pourra déboucher sur des articles. Et toutes ces sources, on les met ensemble et puis on fait ces choix individuels et collectifs pour ensuite le produit final.